Avec les équipes Deloitte, on continue à explorer. Là, les outils, en fait, de plus en plus à la disposition des directeurs et des directions financières, au-delà du marketing, la réalité des tendances techno. Voilà. Jérôme Grignon, salut Jérôme. Gaëtan Michel, comment est-ce qu'on commence? Comment est-ce qu'on prend le sujet? Qu'est-ce que tu as envie de dire pour démarrer, Gaëtan? Au-delà du marketing, justement. Alors, au-delà du marketing, si on regarde les tendances d'aujourd'hui, clairement, la techno est là. On va se le dire pour répondre à la question. Et est-ce que la techno est présente? Oui. On a vu beaucoup le marché évoluer. Les outils sont matures, sérieux, ouverts vers l'extérieur avec des API. L'automatisation de bout en bout, elle fonctionne. Le machine learning, ça fonctionne en vrai. Ouais. Voilà, donc tout est là. Donc la promesse. La techno est au rendez-vous, la promesse. Exactement. Intéressant. La techno est là et en tant que consultant, ça fait plaisir. On a connu des années où on cherchait un petit peu, on a connu des années où le marché allait de fusion en acquisition. Là, tout est stable, les acteurs sont à leur place. Nous, on est ravis. Et ça fonctionne. Absolument. C'est le seul but de l'ensemble. Je suis sérieux en disant ça, même si je fais des blagues. C'est très agréable. Les acteurs sont là, les technos est là, l'écosystème d'éditeurs, d'intégrateurs est là également. Donc non, ça fonctionne bien et tant mieux. Jérôme, c'est la vision que tu as aussi oui, c'est vrai que les promesses, elles sont, en très grande partie, elles sont constatées. C'est-à-dire qu'on a des clients qui ont des automatisations de bout en bout avec des taux d'automatisation. Moi, je suis plus tout jeune, on rêvait par le passé. Maintenant, on arrive vraiment à constater toute cette automatisation et dans des rythmes d'innovation qui sont plus les mêmes que par le passé. Avant on partait sur un projet de 5 ans, on déployait une version d'un système et puis on essayait de constater durant cette période l'optimisation. Ouais. Maintenant, on est dans le cloud, c'est-à-dire que c'est un peu comme l'iPhone ou la Tesla, quoi. C'est-à-dire qu'on nous pousse de l'innovation de manière permanente. Et ça change complètement le paradigme. Attends, on va y venir. Juste, je voudrais rester sur ce que disait Gaëtan, c'est-à-dire, parce qu'à un moment, tu dis on avait des fusions-acquisitions en permanence. Ça veut dire que le paysage, je vais dire, capitalistique de l'ensemble de ces éditeurs s'est stabilisé. Absolument. Et c'est ça qui leur donne une forme de maturité, ou en tout cas qui leur permet de travailler à fond sur leur techno et vraiment de proposer des trucs qui sont solides, quoi. Ouais. Voilà. Ouais. Avec des acteurs, on a les grands acteurs, en fait, qui sont un petit peu les backbones, quoi, qui sont les colonnes vertébrales des systèmes d'information dans les directions financières. Et tout autour de ça gravitent des acteurs qui sont ultra spécialisés et qui arrivent à apporter de la valeur sur une fonction bien précise. Et ça, le marché est extrêmement lisible par rapport à ça. C'est très intéressant. Voilà. Et qui ne cherchent pas justement à réinventer la roue, mais au contraire à se plugger sur les briques très solides qu'ont construit ces grands éditeurs. Alors viens-en au cloud maintenant. Effectivement, qu'est-ce que ça change ça change tout au niveau des rythmes des projets en fait. C'est-à-dire qu'avant on était sur des projets donc globalement assez longs, mais qui avaient un début et une fin. Aujourd'hui, le début et une fin d'un projet sur une fonction donnée, c'est pas aussi clair. C'est-à-dire qu'entre le début du projet et pour la première implémentation, on va peut-être avoir des versions qui vont être poussées par l'éditeur qui seront différentes, des innovations qui vont arriver. Le client, il va réfléchir, il va rajouter des périmètres, en enlever, etc. Donc en fait, on est un peu dans un mode projet continu, ce qui est déjà un premier changement de paradigme par rapport à ce qu'on a connu. C'est satisfaisant ou c'est épuisant parce que ça peut être... Les deux, mon général. C'est ça. C'est-à-dire que d'un point de vue optimisation, c'est vrai qu'on a toujours de la nouveauté, quoi. On a toujours des capacités, les retours du client sur l'éditeur qui font que l'éditeur s'adapte, des innovations qui sont poussées. Donc ça, c'est quand même très satisfaisant. Ouais. Mais d'un autre côté, il faut aller expliquer à des équipes que le projet n'est jamais terminé. Mais oui, mais c'est ça. Et qu'il n'y a pas un moment où on se repose. Et qu'en fait, c'est un nouveau métier, quoi. Voilà, c'est quelque chose de différent. Les équipes projet ne reviennent pas au monde d'avant le projet. C'est-à-dire qu'en fait, globalement, il y a toujours le projet, quoi. Gaëtan ? Absolument. Le backlog, je prends un exemple sur un projet EPM, donc pilotage de la performance. Le backlog, à partir du moment où on travaille en méthode agile, se remplit de façon endogène quand le CFO décide d'avoir des nouveaux reporting ou les opérationnels décident d'avoir des nouvelles fonctionnalités, et de façon exogène
quand c'est l'éditeur qui pousse des nouvelles fonctionnalités, qu'elles soient apportées par son service de R&D ou qu'elles soient induites par des changements réglementaires qui obligent l'éditeur à pousser des fonctionnalités. Donc ce backlog, il se remplit, comme le disait Jérôme, de façon permanente. On va stresser tout le monde qui en dit ça, mais il y a une espèce de rolling, un rolling projet. Il faut pas que le projet prenne le pas sur le business. Enfin, c'est ça le sujet. Et s'il est en évolution permanente, mais en même temps, si tu es au service d'un CFO dont le métier change, dont l'activité intrinsèque de l'entreprise peut également changer, il faut que tu sois au rendez-vous. Ouais. Et donc, garder des équipes aujourd'hui en leur disant un projet EPM n'est pas terminé le jour du go live, mais il y aura des fonctionnalités. Et les méthodes agiles nous permettent de faire ça. Donc c'est un bien pour un mal, en fait, si tu veux. Et en même temps, c'est un petit peu normal. On peut pas aller voir des équipes et leur dire on va vous enlever des tâches à faible valeur ajoutée et pas les remplacer par ailleurs, quelque part. Enfin, limite, c'est même bien qu'en fait, on ne revienne pas comme avant. Si on leur expliquait, vous avez le projet, puis après, ça sera comme avant le projet. Non, je comprends. Ouais. Ça, je comprends. Mais non, ce n'est pas l'idée que ce sera comme avant le projet. C'est l'idée, OK, j'ai un nouvel environnement. Je veux m'installer, commencer à travailler dans ce nouvel environnement. Si ce nouvel environnement se met à changer lui aussi en permanence, ça peut être un petit peu déstabilisant, sachant que j'ai quand même un business à faire tourner. Bien sûr, voilà. Ouais, bien sûr. Mais ça définit un nouveau rôle de profil au sein de l'entreprise. C'est juste qu'il y a des gens qui font tourner le business, puis il y a ceux qui regardent autour comment on l'optimise. D'accord. C'est juste ça. Conditions du succès. Parce que vous insistez quand même tous les deux sur le fait que tout ça donc, fonctionne, tout ça est en évolution permanente, mise à jour permanente, etc. Mais en même temps, et ça, on en a des témoignages précis à l'occasion de cette édition de Future of Finance, ce n'est pas toujours du plug and play. Absolument. Ce qui va en face de cette promesse, c'est un certain nombre de conditions au succès qui sont multiples. Il y a du avant, du pendant et du après. Il y a beaucoup de travaux à réaliser sur l'alignement des processus, on s'en doute. Il y a souvent de la réorganisation. En gros, l'outil qui est souvent dans le cloud, souvent standardisé, il va très peu évoluer. Donc si ce n'est pas lui qui bouge, c'est soit l'organisation, soit les processus. Et dans les deux cas, il va falloir travailler. Et des projets sont assez longs pour adapter l'organisation. Ce n'est pas si simple. Jérôme le mentionnait tout à l'heure sur des projets P2P. À partir du moment où on automatise une bonne partie de la chaîne, le travail de ceux qui étaient présents va changer, puisque une grande partie a été automatisée. Donc mon travail n'est plus le même. Donc, mais il ne faut pas stresser. On va vous expliquer, on va travailler dessus, mais voilà, mon travail n'est pas le même. Tu sais, il paraît qu'il ne faut pas dire à quelqu'un qui stresse. Ah, c'est vrai. C'est le dernier truc à dire. Voilà. Au contraire, il faut lui expliquer pourquoi il stresse. Et puis la dernière partie, c'est surtout sur les datas. Il y a un gros travail qui est induit par ces outils qui sont en cloud, qui sont effectivement très bien, mais c'est l'harmonisation des données pour qu'elles puissent être compatibles et qu'on ait des restitutions de qualité. Je crois que s'il fallait que j'extrais un mot de cette 7e édition de Future of Finance, ce serait la data, quand même. Voilà. Oui, mais pour dire pas grand monde, quand même, ne sait la gérer, d'où elle vient, où elle va, est-ce qu'elle est unique dans le système, qui en est propriétaire, enfin... C'est un travail colossal. C'est colossal. C'est une lame de fond. Et là où tu as raison, c'est qu'il n'y a pas de monsieur data naturel dans une entreprise. Par défaut, ça peut être souvent le DSI ou le CFO. Il y a des chief data officers de temps en temps, mais... Pas tout le temps, malheureusement. Mais le chantier de l'année ou des années à venir, sans aucun doute. Jérôme, conditions du succès? Comme l'a dit Gaëtan, c'est un alignement de planètes quelque part. La solution telle qu'on l'a achetée, elle part dans les conditions de bas de page, les planètes sont alignées pour que ça fonctionne quelque part. L'orga, les process, évidemment la data. Tout ça, on vit avec le passé quand même. La data en est un excellent exemple. Tout à fait. Et donc en fait, quand on fait son implémentation, quand on travaille justement autour de tous ces outils qui ont quand même la destination d'améliorer le quotidien de l'entreprise, tout ce qui est autour, là, toutes ces autres planètes à aligner qui ne sont pas forcément ce système, il faut être, on va dire, assez lucide sur ces travaux, les organiser et avoir, entre guillemets, le bon mindset pour effectuer tous ces travaux en amont de l'implémentation et durant, en fait. Voilà. Raconte ce que tu m'as raconté, parce que c'est emblématique d'un service comptable. Ouais, ça, c'est mon exemple. Qu'on ne va pas citer, mais c'est formidable.
Effectivement, c'est un bon cas d'alignement justement et alors ce qu'on appelle un peu le change, mais bon, ouais, on arrive à automatiser. Bon, voilà, ce qui montre que la solution est là. On automatise X% des travaux de transactionnels, donc tout est booké de manière automatique. Ce qui reste aux équipes comptables, c'est ce qui ne passe pas par le robot. C'est-à-dire que ce qui ne passe pas par le robot, en gros c'est les datas qui ne sont pas bonnes, le fournisseur qui n'a pas mis la bonne codification. Les comptables, le premier retour après quelques mois d'utilisation, c'est il faut arrêter votre truc. Vous arrêtez, on n'a que des problèmes. Eh ben oui. Parce qu'il ne reste plus que les problèmes. Et là, c'est pour ça le côté mindset, le côté j'essaie de travailler autour, il est hyper important parce qu'il ne reste plus que les problèmes. Donc, il y a deux manières de traiter un problème. C'est soit je le traite de manière conjoncturelle, je le prends et puis je le traite, soit je le traite de manière structurelle. Et puis du coup, ça redevient en quelque part une organisation projet, quoi. Et ça, il faut l'anticiper, leur expliquer que déjà, il ne restera plus que les problèmes, mais c'est comme ça. Voilà. Et puis après, il faut organiser le backlog de comment on va les traiter. Voilà. Il y avait un certain confort, en fait, de temps en temps, à éviter le problème en disant « j'ai tellement de data à cruncher, j'ai tellement de trucs sans valeur ajoutée à faire que ça, je m'en occuperai demain. » Et un comptable, il aime quand c'est juste. Non, mais bien sûr. Non, mais c'est... Ouais. Et juste pour terminer, messieurs, ça, l'éditeur, tout ce que vous venez de décrire là, lui, il n'en parle pas. Donc ça veut dire dans le projet, il faut... la solution, c'est la partie émergée de l'iceberg. Vous vous occupez de la partie immergée, quoi. Absolument. J'ai une illustration pour répondre à ta question, Stéphane. Tu as un projet d'EPM aujourd'hui. Bon, on ne citera pas les noms des clients, mais je pense que pour un budget de 100, il y a 70% qui correspond à la transformation métier. Orga, process, data, tout ce que j'ai cité. Et seulement 20% sur la partie vraiment techno. Ouais. Techno, paramétrage, connecter les systèmes amont et aval. Donc c'est assez représentatif de ce que tu as dessiné, c'est-à-dire Sisberg, sur lequel... voilà. Et nous, ce qu'on préconise, c'est il faut que cette transparence ait lieu dès le début du projet et qu'on construise sereinement un business case qui, certes, parle de la partie techno, mais mette en avant quand même aussi tous les autres travaux qui sont, comme l'a dit Jérôme, les conditions du succès. Sans ça, on part sur une roadmap qui est fausse, un business case qui est faux, et ce n'est pas du tout l'objectif d'un projet. Jérôme, 20-80, c'est ouais, non, la mais c'est proportion. Ça. Et puis, comme il dit Gaëtan, c'est un discours de vérité. Il faut avoir une communication qui soit vers les équipes, mais aussi vers sa direction, qui est lucide, qui est réaliste. Il faut dire, il y a tout ça à faire autour. Ouais. Voilà. Bon, mais message positif. Absolument. Les technos sont là, solides. Vous pouvez investir. Hein, c'est ça non, mais en conclusion, c'est ça le truc, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. En prenant en compte toutes les externalités qu'implique le projet. C'est moi qui ai fait la conclusion, quoi, en gros. C'est parfait. Bon, c'est parfait. Merci, messieurs. Merci, messieurs. Merci à vous. Tous nos programmes, et notamment alors sur la data, sur le change management, sur la transformation du métier de comptable, à votre disposition sur la plateforme Future of Finance.